Le débrief de l'actu, c'est avec Alain Staron, Henri Dagrin, Yann Lechel, chacun expert dans son domaine. Merci beaucoup à tous les trois. Je propose qu'on démarre tout de suite avec ce sujet autour des IA génératives. Cette folie, là, cet emballement, il vous évoque quoi? Qui veut commencer? Henri. Oui, bon, alors, je pense qu'il y a quand même une chose deux choses qu'il faut voir, c'est on n'est quand même pas dans une révolution aujourd'hui, parce que cette dynamique qui est aujourd'hui extrêmement visible, ça fait longtemps qu'elle est engagée, et ça fait longtemps que l'on sait que l'on aura des outils, et qu'il y a déjà des outils. Dans tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer substantiellement l'usage des produits. Mais là il y a eu quand même ce qui s'est passé, un petit emballement. C'est un emballement médiatique. Public. ChatGPT qui a permis à tout le monde de voir à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, comment on pouvait jouer avec. On y reviendra, mais sans forcément avoir l'occasion de se poser les bonnes questions. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et c'est surtout sur le faire savoir qu'OpenAI a été particulièrement bon. Google a dû réagir dans la précipitation. C'est rare quand même de voir Google obligé de présenter un produit alors qu'il n'était pas du tout prêt à le faire avec son Bard, et qu'il a décidé là aussi de le mettre entre les mains du public. Alors pour l'instant juste aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais quand même on a un accès public sur une version test. On a Mark Zuckerberg, qui nous a vendu le nouveau nom de son groupe, Metaverse. D'un seul coup, il nous dit « Oui, mais alors en vrai, la priorité là d'investissement, c'est sur l'intelligence artificielle. » Il y a un revirement total. Pour moi, il n'y a aucun doute. Ces grands acteurs, les big tech, vont tous savoir s'équiper de ce genre de technologie. En réalité, la technologie est public, les papiers ont été publiés, les scientifiques s'en sont emparés. Ce n'est qu'une question de puissance de calcul. Mais ce qui me préoccupe, c'est la chose suivante, en tout cas deux effets qui sont des effets peut-être positifs pour les humains. C'est que la création de contenu, notamment de contenu textuel, risque d'être dévalorisée parce que ce sont ces outils qui vont nous permettre d'en créer à profusion. Donc nous allons être complètement submergés de contenu. Déjà, on est dans une époque qui est post-vérité, en quelque sorte, dans la mesure où les réseaux sociaux avec leurs algorithmes arrivent à influencer les masses avec des informations qui ne sont pas nécessairement vraies. Dites-moi, Yann, où est la bonne nouvelle là, dans tout ça? C'est une bonne nouvelle pour moi, parce que si l'on considère que cette information n'a plus de valeur, en tout cas l'information écrite, transcrite sur Internet, alors ce sont les relations humaines qui vont devoir se renforcer dans le réel. Donc ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Pour l'analyse, en tout cas technique, il me semble que Google, évidemment, travaillait sur ce sujet, a été pris de court peut-être, va rattraper l'état de l'art, va intégrer ces technologies dans les moteurs de recherche. Et ce qui m'intéresse, en tout cas en ce moment, c'est cette notion d'entropie, c'est-à-dire ce collectif d'informations qui, à la fois, crée un corpus linguistique, qui alimente les modèles de LLM, et d'autre part, la restitution dans les moteurs de recherche. Le risque, c'est que l'on utilise ces systèmes pour créer du contenu qui va alimenter les moteurs, et ce contenu va restituer du contenu. Donc on risque d'appauvrir... Parce qu'on n'est plus dans la même logique d'un moteur de recherche. Là, on est vraiment sur de la génération de contenu à partir de l'existant. Oui, mais ce contenu va être utilisé pour créer du SEO, d'optimisation search. Ah oui, alors ça, pour les entreprises qui cherchaient à faire de la production de contenu, à remonter dans les moteurs, c'est une aubaine. Mais pour combien de temps? Parce que tout le monde va avoir la même chose. Tout ça va s'effondrer, tout ça va se lisser, et tout le monde, in fine, aura les mêmes contenus. Régression vers la médiocrité, possiblement. Ça, c'est fort probable. Alain? Oui, en fait, OpenAI a fait le bon pari au bon moment, ce que n'a pas fait Google pour des raisons d'ADN. Enfin, c'est écrit qu'il ne pouvait pas le faire. Alors, on peut espérer qu'il rattrape, on peut imaginer qu'il rattrape, j'en suis pas sûr du tout. Il y a des cycles dans la vie. À un moment, il y a des boîtes qui gagnent, et après, elles ne gagnent plus. Donc, moi, je ne mettrai pas beaucoup de paris sur le fait que Google survive à ça au long terme. Donc, OpenAI a été le premier à aller plus vite. Microsoft a fait un excellent choix de miser sur OpenAI. Maintenant, et donc, tout le monde doit y aller. Enfin, qu'Adobe AI, c'est normal. Adobe a dévoilé sa Firefly, son IA générative aussi. Parce que vous créez des images. Si vous avez une IA qui vous aide à les créer, ça va aller beaucoup plus vite. Et donc, ça, c'est très bien. Donc, on est dans la phase où on optimise le travail fait par les humains. Et le progrès fait ça depuis quelques millions d'années. Le premier outil, c'est il y a 3 millions d'années. Donc on fait juste toujours la même chose. Le risque, c'est qu'effectivement, ça déforme la manière dont on interagit tous, parce que le travail déforme tout. Enfin, ça fait de la pollution, ça fait tout ce qu'on veut. Maintenant, on vit avec ça depuis 3 millions d'années.
À chaque fois, on prend des risques qui sont toujours plus grands. Pourquoi ? Parce que c'est toujours plus rapide. Donc, on a toujours moins de temps pour s'habituer. Et là, évidemment, il y a une vraie question sur comment on va faire pour dépasser l'inondation par des contenus qui ne sont pas des contenus humains. C'est ça qui est préoccupant, c'est que quand même on a cet emballement, cette précipitation sur ces technologies, mais tout ça sans contrôle, sans garde-fou, sans limite. Alors on a même les créateurs d'OpenAI qui nous disent mais nous on aimerait bien avoir des règles éthiques. Hein. Oui, mais enfin en attendant, ils continuent d'avancer. Mais c'est normal, parce que vous ne pouvez pas écrire des règles éthiques sur un truc qui n'existe pas. Il faut que ça existe. Le patron de Thales il y a certains domaines où on attend d'avoir des régulations pour s'autoriser à faire des choses. Mais jamais. Le patron de Thales dit, moi je fais des robots tueurs. Les sujets de bioéthique, par exemple, ont freiné quand même les accélérations des progrès. La voiture autonome, on commence par faire des voitures autonomes, après on dit c'est quoi les règles pour pas écraser. Non, pareil, on n'autorise pas une voiture autonome à rouler comme ça n'importe comment. On commence par les faire. Le danger supplémentaire ici, c'est que la base de langage de Facebook, elle a fuité. Donc n'importe qui peut s'en occuper. Alors là, génération de contenu pervers, dans des mains perverses, il n'y a plus de limite. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à gagner à la clé dans cette bataille des IA génératives ? Parce que là, pour l'instant, dans la course, on ne trouve encore une fois que des GAFAM. Absolument. On trouve toujours les mêmes big tech. Hein. Qu'est-ce qu'elles ont à gagner là, à la clé dans cette course ? Entre elles, ouais. C'est d'améliorer la productivité de leurs clients, et notamment Microsoft. Et changer l'expérience utilisateur. Passer du search au prompt. Oui, c'est un changement de paradigme. Oui, mais le marché, c'est quoi ? C'est pour améliorer la productivité. Pour Microsoft, c'est l'amélioration de la productivité. Le marché, c'est quoi ? De ses clients. Les services aux entreprises, le cloud ? Moi, je dirais qu'au niveau macro, les États ont à gagner, en l'occurrence les États-Unis, à nouveau, parce que ce sont eux qui sont les concentrateurs. Donc, d'une part, si on parle de modèle linguistique, il y a peut-être même un sujet de soft power culturel, qui d'ailleurs se retrouve dans la génération de textes, qui ressemble presque formellement, même en français, à une espèce de démonstration autoritaire de savoir, qui est souvent faux, mais qui peut l'être. En tout cas, ça ressemble bien à cette manière de s'exprimer à l'américaine, qui est très punchy, hein, qui se retrouve dans le texte. Donc il y a cet aspect-là, puis évidemment, l'aspect captation de valeur économique. Encore une fois, c'est-à-dire que l'Europe va devenir utilisatrice de ces outils, faute d'avoir réussi à créer le modèle économique en amont. Dans la mesure où ça remplace des tâches humaines, si ce remplacement des tâches humaines qui sont mondiales est fait par des technologies américaines, ça veut dire que la valeur va du monde entier vers l'Amérique. Une fois donc, à nouveau, là, on se prend un gros coup de massue quand même, du côté de l'écosystème tech européen. Où est l'Europe ? Oui. Où est l'Europe ? Alors même que l'Europe dispose des laboratoires, dispose de compétences avérées sur l'ensemble de ces modèles, a su réaliser des outils qui sont du même niveau, mais aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Le savoir-faire, c'est pas le faire savoir. Le savoir-faire, la compétence technologique, c'est pas la capacité à prendre le marché. Ouais, pas que, parce que la manière de créer de l'innovation, OpenAI qui a pu lever des sommes phénoménales avant même de gagner de l'argent, OpenAI en Europe, il ne serait jamais arrivé là. Jamais. Absolument. Donc le début, c'est est-ce qu'on est capable en Europe de prendre des risques ? Ce que je veux dire, c'est pas une question de compétences technologiques. Pas du tout. Mais pas du tout. Et à l'inverse, d'ailleurs, Facebook et Google ont d'énormes labos. C'est pas une question de compétences technologiques. Si on est aussi fort, si on sait aussi bien faire, pourquoi on n'existe pas ? De moyens de vélocité, de capacité d'innover. De raisons. La première, c'est que nos talents... C'est l'argent ? Mais non, nos talents... L'investissement derrière les talents ? Nos talents se font embaucher par les Américains, le talent par les GAFAM, même en France. Vous avez des grands labos de Facebook et de Google qui embauchent des Français, qui sont des... Moi, j'ai du mal à regretter des data scientists. Pourquoi ? Parce qu'à côté, il y a Facebook. Donc, ils ont... Alors, c'est moins en moins vrai, parce que les Américains ont quand même des images qui décrit. Il y a un petit cycle. Mais quand même, les talents européens n'ont plus besoin de s'expatrier pour bosser pour des entreprises américaines. Donc moi, je lutte en permanence pour dire, mais les gars, vous êtes en train de creuser votre tombe. Parce que certes, vous avez des bons salaires, mais les profits, ils vont aux États-Unis et vos enfants n'auront plus de job. Donc, il faut peut-être qu'en Europe, on réfléchisse un peu plus. Et la deuxième chose, c'est qu'en Europe, on n'investit pas. Les investisseurs n'investissent pas quand il y a trop de risques. Moi, je le vois bien. Je cherche à lever de l'argent, les gars me disent, il faut arrêter d'être early stage, il faut commencer à avoir des résultats. Eh ben, ok, tous les grands Américains que vous voyez là, au début, ils n'étaient pas dans cet état-là. Ils ont levé de l'argent sans ça. OpenAI a bénéficié de capitaux, de véritable capital risque. C'est-à-dire que le risque était maximal et le retour est maximal. Ce qui m'intéresse aussi sur ce sujet d'OpenAI, c'est la tarification. Des produits grand public qui sont lancés à 20 € par mois, il y en a très très peu
Ouais, c'est qui vrai. réussissent. On rentre dans un modèle payant. Alors, sacrément payant, parce qu'on Ouais. parle plutôt de Premium modèles même, ouais. à 3 euros, 5 euros, 8 euros. Les suites collaboratives sont autour de 8-10 euros. Ici, on rentre tout de suite à 20 $. Oui, ça change la donne. Alors ça, c'est peut-être une Mais bonne ça nouvelle de pour les sortir deux. du modèle du 100% gratuit c'est pas que du B2C. qui reposait uniquement sur l'exploitation de nos données personnelles. Ouais. Et justement, Ouais, un d'ailleurs, dernier mot avant le sur les prochain sujet. données personnelles, justement, il y a plein de recommandations à faire en matière, en tous les cas, pour les entreprises, faire très attention à l'usage quand même. Il y a quand même des recommandations qui doivent être, notamment sur la manipulation de données sensibles sur un outil comme ChatGPT. Alors là, c'est clair, vos données sensibles, in fine, appartiennent à OpenAI. Les copier-coller sont très dangereux. Absolument. Il y C'est-à-dire a... pour toutes les entreprises qui vont utiliser les offres Microsoft 360 Cloud, elles vont in fine, si elles ont envie, et je pense qu'elles seront quand même tentées d'utiliser cet outil ChatGPT intégré, il n'y aura plus la question du bouclier européen sur l'extraterritorialité des données. Elles vont directement les donner aux États-Unis, on est d'accord. Il y a tout ce qui concerne justement le traitement des données à caractère personnel dans ce type d'outil, très important aujourd'hui. Alors là, je pense que personne ne sait comment résoudre ce sujet. Il y a la supervision des résultats. Parce que derrière, il n'y a pas d'explicabilité. Ouais. Vous pouvez avoir, bien entendu, des résultats justes, mais c'est possible d'avoir également des erreurs, et elles ne sont pas visibles. Et puis, il y a aussi un enjeu important sur la propriété intellectuelle, sur les droits d'auteur, parce que, en fait, je crois qu'il y a déjà eu quelques sujets qui ont été posés par GPT-4, par OpenAI, parce que l'entraînement de cette IA peut reproduire des contenus qui sont couverts Oui, par les puisqu'elle droits part de l'existant. On va parler aussi de Midjourney, par exemple, là, qui sort dans sa version 5 et qui, à partir de texte, peut produire des images de plus en plus réalistes, magnifiques. Mais quid de la propriété derrière ces images? Alors, chez Adobe, ils ont réglé le problème. Ouais, on voit, par exemple, ces fake J'ai news trouvé ça sur Twitter. produites par des IA génératives. Quid de cette question? Adobe règle le problème en disant nous, on ne part que d'une base d'images libres, donc il n'y aura pas de problème sur l'exploitation commerciale. Mais enfin, ça limite beaucoup ce qu'on peut faire C'est avec. ou un autre qui dit si jamais vous apportez des contenus qui servent à entraîner le moteur, vous aurez un bout de la licence générée chez tout le monde. Ça devient compliqué. Les humains ont toujours fait ça, copier l'art. C'est vrai, des s'inspirer, autres, disons. mais copier. Après, c'est une forme de... C'est Après, vrai. chez D'honneur. Office, C'est vrai. moi, je vais utiliser Office en tant que je vais recevoir des données. Je vais pas donner mes données. Je dis fais-moi un contrat qui permet de répondre à tel besoin. Donc moi, je vais pas fournir des données. Je suis vraiment en aide opérationnelle pour être plus efficace. Vous les mettez en garde alors, vos membres du CIGREF, là, sur l'intégration de ChatGPT dans les nouvelles offres bureautiques? On est en train de produire justement un ensemble de recommandations. Mais la première recommandation est de dire il ne s'agit pas de se braquer, il ne s'agit pas d'être dans le déni, il ne s'agit pas de construire des digues, parce qu'elles ne tiendront certainement pas. Et donc, il faut se mettre dans une situation de courbe d'apprentissage rapide pour voir effectivement quelles sont les manières d'exploiter ce type de produit, tout en sécurisant ses propres données, et notamment ses données sensibles. Et dans le monde du cloud, là, on claque des dents, non, quand on voit arriver Alors, le grand gagnant, ces nouvelles offres? c'est NVIDIA, bien sûr, Ouais. qui fournit les infrastructures qui permettent de déployer ces solutions, notamment l'inférence. Donc, c'est vrai que ces grandes plateformes possèdent la technologie aujourd'hui. Hugging Face, qui recense tous les modèles que je vais recevoir en plateau la semaine prochaine. Voilà, d'ailleurs. donc entreprise qui fait un travail de recensement merveilleux, qui va permettre de démocratiser l'usage des modèles. Donc ces modèles vont finir dans des data centers tierces pour des exploitations peut-être même on-prem dans certains cas de figure. Donc ça c'est intéressant, ça va se distribuer. Ce qui m'intéresse aussi sur le sujet de l'IA générative des images, c'est cette comparaison entre Midjourney, la V4, la V5, qui finalement, à partir du texte, permet à n'importe qui de générer une image. La qualité de ces images est toute particulière tout de même. Alors que chez Adobe, ils ont un outil qui s'adresse d'abord aux créatifs. Et les créatifs vont pouvoir accélérer leur travail. Et donc là, il y a quelque chose qui mélange délicieusement la créativité humaine, qui est un prérequis pour utiliser ces outils, parce que Adobe est complexe, soutenu par l'IA.
Allez, on enchaîne avec chez Orange Business. Bon, c'est une passe difficile avec 700 postes sur la sellette, un plan de suppression qui est présenté aujourd'hui même au Comité social et économique central. C'est une information du Monde qui a été confirmée par les syndicats. Comment on fait pour redresser la barre sur Orange Business ? Bon, parce que le marché a changé, la valeur a changé de côté. En fait, ce qu'on constate, c'est une baisse de rentabilité parce que les activités traditionnelles d'Orange Business, à savoir aller poser des lignes téléphoniques chez les... Oui, chez les entreprises, dans les entreprises. Voilà, dans les entreprises. Bon, c'est une activité en baisse et qui ne va pas remonter. Donc, il faut s'orienter vers les nouveaux relais de croissance. Eh ben oui, le cloud, les nouveaux modes d'exploitation des systèmes d'information changent très vite. Et de nombreuses entreprises... C'est-à-dire qu'elles n'attendent plus les services que fournissent aujourd'hui Orange Business, Il Henri ? faut qu'elles adaptent leurs compétences. Et dans un moment où les choses vont très vite, eh bien, vous vous retrouvez très rapidement avec des compétences que vous ne savez pas remettre sur les nouveaux métiers qui sont nécessaires. Mais comment on peut se retrouver à ce point en décalage, finalement, avec les attentes du marché ? Mais regardez Atos. Ouais. C'est un peu la même chose. Ça va très vite. Et donc, quand vous avez des activités qui sont traditionnelles, de tierce maintenance, et ainsi de suite, vous exploitez. Et puis, d'un coup, vos clients, parce que la dynamique du marché du cloud est extrêmement vive, partent très très vite, vous vous retrouvez avec des activités qui n'ont plus de rentabilité, donc des compétences pour ces activités qui n'ont plus de rentabilité. Eh bien, il y a soit vous reformez tous ces gens sur les nouveaux métiers, mais c'est pas possible pour tout le monde. Non, et donc, c'est pas une question. Ça porte un nom, c'est la disruption. Ouais. Vous êtes sur une rente. Mais comment on accompagne ? Vous êtes sur une rente. Tout va bien. Vous gagnez plein d'argent. Pourquoi vous changeriez ? Et donc vous restez avec vos œillères et vous ne voyez pas que le monde bouge à côté. Et quand le monde bouge, qu'est-ce que fait un disrupteur ? Moi, le premier, je cherche les rentiers. Parce que là où il y a un rentier, il y a sûrement du business à faire. Et le rentier, par construction, il est confortable, il ne veut pas bouger. Et donc il y a d'abord un problème d'anticipation, d'essayer d'ouvrir les œillères pour se dire, voyons, où est-ce que ça va bouger ? Même si ce n'est pas mon métier, est-ce que ce qui va arriver n'est pas susceptible de venir m'impacter, moi, sur mon core business ? Donc anticiper, investir. Et quand on ne l'a pas fait et qu'on est au pied du mur, on n'a plus le temps de former les gens. On n'a plus le temps. À un moment, la rentabilité est là, on est obligé de se séparer des gens. Mais là, on parle de 700 personnes. D'un point de vue de l'EBITDA, ça représenterait que quelques points d'EBITDA. C'est 15% des gens, quand même. Oui, certes, mais en tout cas, d'un point de vue de la valeur... Après, il parie sur le fait que, justement, l'activité cloud, cyberdéfense, qui sont en pleine croissance... va permettre d'inverser la tendance. Encore une fois, c'est une rotation de talent. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on voit très bien que les licenciements sont massifs parce que le talent tourne très 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 vite. Ici, on a un opérateur, certes français, avec le droit du travail que l'on connaît. Faire partir 700 personnes pour déplacer ensuite le sujet vers des technologies qui sont celles du futur, ça fait du sens. Ces personnes trouveront sans doute des emplois ailleurs, on l'espère pour elles. Ouais. Et où devront se reconvertir. Et il faut surtout mettre en place, parce que ça va être le cas pour des milliers de salariés en France, et mettre en place les moyens mutualisés de régénération de compétences pour ces gens-là, de réemployabilité. Mais ça doit se mutualiser, ça doit se penser de manière beaucoup plus large. On a un ministère. C'est là où il faut revoir peut-être nos politiques publiques parce que ça va très 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 vite et accompagner c'est un sacré défi. Européen et pas français. Parce qu'on n'a pas l'échelle. Je l'ai mutualisé tout à fait, mais on est 60 millions de Français, 65 millions. Allez, je voulais qu'on dise quand même un mot sur d'autres sujets. OVH Cloud qui s'équipe d'un ordinateur quantique. Qu'est-ce que ça change d'avoir un ordinateur quantique pour un opérateur de cloud ? Vous résolvez le problème de la graine de voyageurs de commerce. À ce stade, évidemment, c'est très innovant. On parle de R&D et on parle d'interne, d'après ce que j'ai compris. Oui. En revanche, ce que je trouve absolument merveilleux, c'est qu'on parle d'une ETI, OVH, qui achète de la technologie ultra innovante d'une start-up. Et ça, c'est l'exemple à suivre. Start-up française. Mais oui, mais c'est son métier. De même que Microsoft a acheté OpenAI, OVH qui achète cette start-up, qu'est-ce qu'il fait ? Il rend disponible la puissance de calcul quantique. Alors à quoi sert la puissance de calcul quantique ? Mais oui, il y a des problèmes qu'on ne sait pas résoudre avec des ordinateurs classiques. Le problème du voyageur de commerce, c'est quoi le chemin le plus court pour livrer toutes mes bouteilles de lait ? Et ça, on ne sait pas le résoudre. Pardon, on sait le résoudre dans des temps qui sont très très longs. C'est proportionnel au nombre de voyageurs de commerce, c'est proportionnel au nombre de points qu'il doit desservir.
En quantique, vous mettez tout en parallèle, vous faites de la logique floue, enfin je résume, hein, et du coup finalement, au lieu d'avoir une itération proportionnelle au nombre de points, c'est proportionnel à la racine du nombre de points. Donc ça va 2 fois plus vite. Vous prenez les clés de cryptage, les 128 bits qui cryptent toutes nos transactions bancaires. C'est pas solvable avec des ordinateurs normaux, c'est solvable avec des ordinateurs quantiques. Un mot dessus. Il y a beaucoup de, et je le vois au niveau des adhérents du CIREF, nous avons beaucoup d'adhérents qui aujourd'hui s'intéressent de manière très très importante au sujet du quantique et qui ont déjà des équipes qui commencent à s'équiper avec soit des outils qui permettent de faire de la simulation quantique, qui permettent de travailler sur les algorithmes quantiques, de voir comment l'informatique quantique va pouvoir résoudre des problèmes aujourd'hui dans leur secteur d'activité qui ne sont pas résolus. Tout à fait. Ce sont notamment des entreprises qui sont dans la recherche, par exemple, dans la recherche minière, dans la recherche, dans le forage, dans l'oil and gas, dans les banques. Quand cette innovation, elle sera vraiment dans les clouds publics et qu'on pourra vraiment y toucher à cette réalité, là, ce sera vraiment intéressant. Il faudra un temps certain. Ouais. Oui, parce que pardon. Parce qu'on parle de transformation numérique aujourd'hui, ça fait tout de même 40 ans, 50 ans que l'informatique binaire existe. Le quantique va devoir se déployer, il va falloir former des gens. Ça va être prendre un certain temps. Il faut juste se calmer un peu parce qu'aujourd'hui, l'ordinateur acheté par OVH, c'est 2 qubits. Pour que ça marche, il faut au moins 50. Aujourd'hui, personne ne sait faire 50 avec stable. Voilà, Google a annoncé 50, IBM a annoncé 50, mais ça ne dure pas assez longtemps. Quoi. Ouais. Et puis surtout, il faut juste bien avoir... mot. Oui, l'informatique quantique ne va pas remplacer l'informatique traditionnelle, elle va la compléter sur des sujets que l'informatique traditionnelle ne sait pas aujourd'hui résoudre. On va enfin trouver des molécules. Vous vouliez nous parler d'IKEA et de ses drones. Oui, alors très vite. Très vite. On disait que ChatGPT, effectivement, ça change un peu de la manière. Ça nous soulage un certain nombre de tâches. Je trouve très intéressant avec les drones autonomes, c'est que la tâche qui consiste à aller vérifier un stock, on n'a plus besoin de la faire par un humain qui se déplace. Le drone se déplace et tous les jours de l'état du stock. C'est l'industrie, un début d'industrie 4.0, tout ça. Plus 5.0, puisqu'en l'occurrence, c'est totalement autonome. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Yann Lechel, Alain Staron, Henri Dagrin. On se retrouve juste après la pause pour la dernière interview avant le week-end.